Voilà. Modelo. C'est bon. Chat. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. En fait, à toutes. Il n'y a aucun élève garçon ici. Et donc, nous sommes le 24 mars 2022. Donc, c'est pour des romans de la littérature française, ou littérature française roman. Bonjour Liza aussi. Et donc, hier, je vous ai envoyé mes commentaires à propos de la problématique de la dissertation et je vous ai envoyé, je vous ai donné encore une semaine pour faire les plans. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la dissertation ou tout est clair, ça va pour l'ensemble? Sinon, disons que les plus grands problèmes que j'ai j'ai observé dans la majorité des propositions, c'est en général quand vous proposez quelque chose, parce que je vais le dire en português, pour laisser ça clair. A tendência é que o sujeito, o tema, seja amplo. E a problemática ou o problema de pesquisa, ele ajude vocês a funilar um pouco mais a pesquisa, né? a concentrar numa questão mais pontual. Por isso, eu peço esse exercício, né, de transformar o tema numa pergunta. E nesse exercício de transformar o tema numa pergunta, o objetivo é afunilar, restringir o foco da análise. E, em alguns casos, o que houve foi o contrário. A pessoa, por exemplo, abria demais. Né? Então, por exemplo, vamos pensar... no caso aqui tem o Lamão. A problemática, por exemplo, iria no sentido de que forma que constrangimentos familiares, sociais, tal, dificultam, sei lá, a expressão do amor puro. Estou colocando assim, né? Não estou procurando se faz sentido ou não. Não é para abrir a análise, é para fechar no livro. Né? Não é para partir do livro e falar, tecer reflexões sobre de que forma que a família dificulta uma relação amorosa. Não, eu quero no contexto da obra. Né? É uma análise literária, e não uma reflexão societal ou societária a partir da leitura da obra. Né? Aqui, nesse caso, uma disciplina de literatura, então, o foco é a análise da obra. Então, a tendência tem que ser fechar na obra. Né? O tema pode ser amplo, o seguinte, por exemplo, a posição da mulher na sociedade no fim do século XIX. Tá, o tema é bem amplo. Mas aí a problemática vai trazer para a obra e de que forma que tal obra a gente... de que forma em tal obra podemos... não precisa fechar mais. A personagem serve como modelo para se pensar no lugar da mulher na sociedade, sei lá. Então tem que trazer a reflexão para a própria obra. Tá? Então esse foi talvez o problema mais comum e maior que eu identifiquei. Os outros eu mandei pontualmente, né, os comentários. Se tiver ficado alguma dúvida, escreve no chat particular que eu respondo. Inclusive, deixa eu ver se tem alguma aqui dessa. A família, eu acho que é de Panorama. Noah também de Panorama, Marcos também de Panorama. Então, não, para você está tranquilo. E já tem algumas pessoas de Panorama que escreveram, ficaram com dúvidas com relação aos meus comentários. Então, se tiver alguma dúvida, algum comentário, escreva no chat, que aí eu respondo, a gente mantém a diálogo. Ok? Ça va? Ok.
Oui, c'est déjà lancé, le partage d'écran. Et donc, aujourd'hui, on termine la discussion autour des Dora Bruder, ce livre génial de Patrick Modiano. Et donc, j'ai quelques extraits à discuter avec vous. Et je fais confiance qu'on aura un peu plus de temps pour discuter aussi un ou deux textes critiques sur l'œuvre. J'espère bien le faire comme ça. Donc, nous avons ici le livre. Nous avons déjà commencé cette discussion dans le cours précédent. Et vous voyez ici, il y a des petits boîtes, des petits ballons avec des réflexions, mes réflexions sur la lecture de ce livre. Et sur la couverture, c'est de penser ce livre comme la reconstruction ou comme une reconstruction dans plusieurs sens, n'est-ce pas? Parce que, comme je vous ai dit l'autre jour, là je reprends la discussion, c'est un peu la reconstruction de la vie et des traces de Dora Bruder. Et c'est dans ce sens qu'il faut, que nous pouvons penser ce livre comme une biographie, n'est-ce pas, la biographie de Dora Bruder, mais c'est une reconstruction aussi du côté personnel du narrateur qui a perdu, qui parle de son père aussi, d'une recherche personnelle de reconstruire et comprendre ces moments de l'histoire de l'humanité, de la Deuxième Guerre mondiale et de la poursuite des Juifs par les nazis. Donc, vous voyez comment, sur la trace de Dora Bruder, il rencontre son passé encore une fois, n'est-ce pas, les narrateurs. Et je dirais aussi que d'un côté collectif, on dirait qu'il y a un effort de reconstruction par la mémoire, n'est-ce pas? La mémoire, c'est le chemin par lequel on ne laisse pas ces gens tomber dans l'oubli, n'est-ce pas? Então, a memória, nesse caso, ela é o caminho pelo qual o narrador não deixa essas pessoas que morreram nos campos de concentração serem esquecidas, n'est-ce pas? Donc, c'est une façon d'enregistrer, de ne pas... Et ça, c'est la réflexion du dernier paragraphe du livre, quand il parle du secret, etc. On va arriver à cette réflexion. Donc, voilà le livre. J'avance parce que nous avons lu ensemble cette première partie. Et donc, je vais faire un survol du livre et je vais vous montrer certains détails parce que, ou peut-être, je passe à la dernière page du livre et j'ai cette petite boîte là. Je n'arrive pas à zoomer le ballon. Mais vous voyez ici, la question c'est en quoi ces romans diffèrent des romans que vous êtes habitué à lire. Est-ce que quelqu'un qui a lu ce roman parmi vous qui sont présents là, qui est présent là, est-ce que quelqu'un veut dire en quoi ou comment ce livre diffère des romans, des autres romans que vous êtes habitués à lire? Anna-Caroline, peut-être? Je
je ne sais pas si j'ai un micro aujourd'hui, un appel. Mais donc je pense pas. La question, moi, donc si vous ne répondez pas, je vous réponds. À mon avis, donc c'est là c'est une réponse personnelle. En quoi ce roman diffère des romans auxquels nous sommes habitués à lire, c'est que tout d'abord, il y a un côté d'enquête, n'est-ce pas? C'est-à-dire le narrateur qui s'enquête sur la disparition de cette personne. Et je ne vais pas appeler là Dora Bruder un personnage. Elle est un personnage du roman, mais elle est une personne aussi qui a existé, n'est-ce pas, dans le monde. Mais par contre, c'est-à-dire l'accomplissement de ce livre se fait de façon problématique à partir de l'absence, n'est-ce pas? C'est-à-dire a réalisation desse romance se faz pela ausência, n'est-ce pas? Parce que les narrateurs ne rencontrent pas d'indices suffisants pour reconstruire le personnage Dora Bruder et refaire son trajet, n'est-ce pas? Et c'est ça que je vais vous montrer. Assez souvent, le narrateur nous donne des indices comme il me semble, ou il utilise des verbes au conditionnel. Dora Bruder aura sorti ou serait sorti ces jours-là, à cette heure-là, quelque chose comme ça. Né? Ela teria saído tal horário. L'utilisation de ce temps verbal, le conditionnel, c'est justement pour marquer que ici, c'est la fiction, parce que le narrateur n'a pas retrouvé les documents, les traces, etc. De cette personne. N'est-ce pas? Donc, je reviens au début du livre et je passe à la deuxième partie. Et donc, la mémoire est l'élément de... en fait, il y a l'engagement du narrateur a enquêter sur la vie de cette jeune fille. Né? Então, tem o engajamento do narrador a inquirir sobre a vida dessa pessoa, essa jovem. Et en plus, il y a un travail de mémoire pour remémorer ce qui s'est passé, mais en même temps, il y a un travail de fiction pour remplir les espaces vides qui n'ont pas été remplis par la recherche d'archives, des documents, etc. N'est-ce pas? Donc, c'est un exercice d'enquête, mais qui est rempli de fiction. N'est-ce pas? C'est un travail d'archiviste, d'archive, en même temps lié à un travail de fiction, n'est-ce pas? D'imagination. Donc, d'hier à aujourd'hui, avec les reculs des années, les perspectives se brouillent pour moi, les hivers se mêlent l'un à l'autre, celui de 1965 et celui de 1942. Parce que celui de 65, c'est bon. Celui de 65, c'est celui du narrateur. Et celui de 42, celui de Dora Bruder. Parce que, comme je vous ai dit, les narrateurs, si on confond les narrateurs avec l'écrivain, Patrick Modiano est né après 42, n'est-ce pas? Et c'est en rouge ici, les perspectives se brouillent pour moi. As perspectivas se misturam ou se confundem pour moi. Et en fait, elle se brouille en raison de la mémoire qui perd son caractère net, sa netteté, on va dire comme ça, a sua nitidez, n'est-ce pas? Plus les temps avancent, plus la mémoire perd la netteté.
n'est-ce pas? Elle devient moins nette, elle devient plus floue. A memória fica menos nítida e fica mais turva, n'est-ce pas? Mais pour la fiction, cela n'est pas un problème parce qu'on remplit les espaços vides de la mémoire avec la fiction. Então, para a ficção isso não é problema. A ficção preenche esses espaços vazios da memória. Et c'est comme ça, en fait, que ce livre-là se fait, à partir de documents et de suppositions du narrateur. Donc, avançons ici. Voilà, peut-être, sans que j'en éprouve encore une claire conscience, j'étais sur la trace de Dora Bruder et de ses parents. J'étais là déjà en filigrane. En fait, s'il parle de 65, comme vous voyez, n'est-ce pas? Je reviens ici. D'hier à aujourd'hui, avec les rythmes des années, les perspectives s'ébrouillent pour moi. Les hivers se mêlent l'un à l'autre. Celui de 65 et celui de 48. En 1965, je ne savais rien de Dora Bruder. Mais aujourd'hui, 30 ans après, c'est-à-dire en 1995, então a gente tem aqui ele caminhando pelos caminhos da Dora Bruder em 65, mas ele só vai saber da existência dela 30 anos mais tarde, em 95. Então, como eu estava falando, tem uma superposição temporal, né? Que é o narrador que escreve essa história em 95, mais ou menos, o livro é publicado em 97. Ele lembra de andanças dele por Paris em 65 e ele vai atrás de vestígios da Dora Bruder em 42. Então, tem pelo menos essas 3 camadas temporais no livro. 42, a Dora Bruder, 65, o narrador jovem, e o narrador em 95 escrevendo a história. Ok? Voilà. Et puis, c'est ça. Peut-être sans que j'en éprouve encore une claire conscience, j'étais sur la trace de Dora Bruder et de ses parents. Ils étaient là déjà en filigrane. Ça, c'est comme si les narrateurs essayaient de justifier que même sans le savoir, sans être conscient, il était déjà sur la trace de Dora Bruder et ses parents. D'accord? C'est-à-dire que ses parcours ou ses promenades dans Paris le mettaient déjà en contact avec Dora Bruder sans qu'il le sache. D'accord? Et voyons. Et donc, il va refaire tout cela. J'ai appris plus tard que l'Ornano 43, c'est l'adresse de la maison de Dora Bruder, était un très ancien cinéma. Je suis retourné dans ces parages au mois de mai 96. Un magasin a remplacé le cinéma. Voilà. En fait, le boulevard, l'adresse de Dora Bruder, c'est 41 boulevard Ornano. N'est-ce pas? 2 secondes. Je vais vous montrer un petit truc. Je vous ai demandé de faire cet exercice. Donc, j'ai tapé sur Google 41 boulevard Ornano et donc vous voyez ici, tout en bas, 41 boulevard Ornano. C'est au 18e arrondissement de Paris. Et ici, nous avons une image.
c'est en train de se charger. Et donc, voilà la façade du bâtiment où il y a de la poubelle en face. Vous voyez, je peux zoomer encore. Je monte. Voilà, ici c'est la façade du bâtiment dans lequel Dora Bruder habitait, n'est-ce pas? Et vous voyez aujourd'hui, il y a une spécialité libanaise à côté, et de l'autre côté, peut-être c'est un, un petit resto kebab, n'est-ce pas? Donc, vous voyez comment ces genres de livres de Modiano, ils jouent avec la réalité. Pas? Ce n'est pas tout simplement une fiction complète. Donc, il y a des éléments retirés de la réalité. Comme tous les documents qui attestent l'existence de Dora Bruder. Et comme je vous ai dit l'autre jour, je peux vous montrer ici, c'est la traduction en espagnol. Au début du livre, nous avons ceci, ou c'est peut-être c'est en anglais. Il y a les plans de Paris. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plans de Paris où nous pouvons voir certains endroits de la ville de Paris. Donc, ici, le 18e arrondissement. Je mélangeais, donc je reviens sur le texte. L'adresse 41 boulevard Orlando, l'adresse indiquée dans l'avis de recherche de Dora Bruder. Avançons. Voilà. Celle-ci ouvre sur un assez long couloir. Tout au fond, l'escalier part vers la droite. Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. Des traces subsistent dans les registres et l'on ignore où ils sont cachés et quels gardiens veillent sur eux et si ces gardiens consentiront à vous les montrer. Ou peut-être ont-ils oublié tout simplement que ces registres existent. Il suffit un peu de patience. Ainsi, je finis par savoir que Dora Bruder et ses parents habitaient déjà l'hôtel du boulevard Orlando dans les années 37 et 30. Je reviens sur ce qui est surligné en jaune. Vous voyez qu'il y a ici une réflexion du narrateur. Une réflexion du narrateur sur l'exercice de chercher des informations à propos de Dora Bruder et ses parents. Donc, l'affirmation, il faut longtemps pour qu'il ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. Então, sai muito tempo para que ressurja à luz, que volte, que apareça o que foi apagado. Et en fait, ce qui a été effacé, c'est l'histoire de Dora Bruder et ses parents. Des traces subsistent dans les registres, então, traços, referências subsistem nos registros, et l'on ignore où ils sont cachés et quel gardien veille sur eux. Então, ignora-se onde eles estão guardados, quais guardiões velam sobre eles. Et si ces gardiens consentiront à vous les montrer. Parce qu'il va montrer dans le texte, au piano, que certains bureaux dans lesquels il est allé chercher une information sur Dora Bruder ont été interdits. Il n'a pas réussi à avoir d'informations dans certains bureaux. Et puis, donc, vous voyez que ça, c'est une réflexion du narrateur par rapport à la difficulté de trouver
les informations sur Torah Brother. Mais il suffit d'un peu de patience. Et ça, c'est le travail de ces narrateurs. Et donc, il a une information de plus que Torah Brother. Et ses parents avaient déjà l'adresse d'Orlando 41 dans les années 37-38. Et maintenant, vous voyez, encore une fois, c'est le narrateur. Ce jour de mai 1996, où je suis réveillé dans le quartier, des volets rôdaient deux premières fenêtres au cinquième étage qui donnait sur la rue, tout simplement, etc. Et ici, j'ai remarqué tout un amas d'objets hétéroclites qui semblaient abandonnés là depuis longtemps. Au cours des 2 ou 3 années qui ont précédé la guerre, c'est-à-dire 37-38, Torah Brother devait être inscrite dans l'une des écoles communales du quartier. Devait être inscrite. J'ai écrit une lettre au directeur de chacun d'elles en lui demandant s'il pouvait traiter son fétichiste. Donc vous voyez qu'ici c'est le côté, c'est une présupposition du narrateur. Et il nous donne le chemin de la recherche, n'est-ce pas? Donc il va chercher les registres de Torah Brother dans les écoles. On avance. Et puis, j'ai mis 4 ans avant de découvrir la date exacte de sa naissance. Le 25 février 1926. Donc, j'ai mis 4 ans avant de découvrir. Vous voyez la persistance de ces narrateurs et l'obsession. Les narrateurs de Modiano, c'est un narrateur obsessif. Il est obsédé par l'histoire de Torah Brother et il va faire l'effort de retrouver d'autres choses. Si je ne me trompe pas, ça c'est une information qui n'est pas dans les livres, ce sont des choses qu'on découvre ailleurs. Il me semble qu'il a écrit d'autres livres pendant qu'il faisait cette recherche. Donc vous voyez, ça a duré tellement longtemps de retrouver les informations possibles sur Torah Brother qu'il a été capable d'écrire je ne sais pas si un seul ou deux livres pendant qu'il faisait la recherche à propos de Torah Brother. Et 2 ans ont encore été nécessaires pour connaître les lieux de cette naissance. Paris, 12e arrondissement, mais je suis patient. Je peux attendre des heures sur la pluie. Donc ça c'est le narrateur. Et puis, voilà. Il dira ici, un moment, je pensais qu'il était une de ces sentinelles de chargée de garder un secret honteux et d'interdire à ceux qui voulaient le retrouver la moindre trace d'existence de quelqu'un. Parce qu'il a retrouvé tellement de difficultés, d'embarras pour trouver les informations sur Torah Brother qu'il pense que, comme il disait ici, j'ai signé la fiche, j'ai là le bien rendu. Après l'avoir consulté, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner la copie intégrale de l'acte de naissance. Je n'avais aucun lien de parenté avec cette personne. Parce que c'est comme ici au Brésil, nous avons un droit de confidentialité. On ne peut pas ouvrir des archives, des documents des gens, même s'ils sont déjà décédés, à n'importe qui. Peut-être pour un chercheur qui est capable de prouver sa recherche. Si nous avons peut-être, je ne sais pas, 2 secondes parce qu'on m'appelle. Ici, je vais refuser. Si les choses se sont passées, c'est-à-dire l'écrivain Patrick Modiano s'est mis à la recherche
de documents et d'informations sur Dora Bruder, peut-être il n'avait pas un document officiel lui permettant de faire cette recherche et d'avoir accès à l'acte de naissance de Dora Bruder. A de ter acesso como é que chama? Certidão de nascimento da Dora Bruder. Tá? Et donc, à un moment, j'ai pensé qu'il était, cet homme-là du bureau, une de ces sentinelles de l'oubli chargée, uma dessas sentinelas do esquecimento, chargée, pardon, chargée de garder un secret honteux, né? Uma dessas sentinelas do esquecimento encarregadas de guardar um segredo vergonhoso, des choses comme ça. Mais sinon, puis il a dit, mais il avait une bonne tête, il m'a conseillé de demander une dérogation au palais de justice, 2 boulevard du Palais, 3e section, etc., du lundi et au vendredi de 14h à 16h, de 14 à 16h. Donc, c'est intéressant de voir un extrait comme celui-là en rouge, qui est assez... pas assez, mais d'un langage un peu plus littéraire, suivi d'un langage assez bureaucratique, n'est-ce pas? Au Palais de Justice, 2 boulevards du Palais, 3e section de l'État civil, 5e étage, escalier 5, bureau 501, du lundi au vendredi de 14h à 16h. Après, on passe d'une réflexion littéraire sur l'effacement ou le registre, la possibilité de découvrir les informations sur une personne avec un discours assez bureaucratique. Oui. Je vais déplacer cette petite boîte. Voilà. Pardon, je fais une bêtise. C'est parce que j'aurais besoin du paragraphe tout entier. Voilà. Donc, je lis le paragraphe tout entier. Un gardien assis derrière une table m'a indiqué l'extrémité du hall. Et là, je pénétrai dans une salle déserte dont les fenêtres en surplomb laissaient passer un jour grisâtre. J'avais beau arpenter cette salle, je ne trouvais pas l'escalier sain. J'étais pris de cette panique et de ces vertiges que l'on ressent dans les mauvais rêves lorsqu'on ne parvient pas à rejoindre une gare et que l'heure avance et qu'on va manquer les trains. Donc, ce qui je trouve intéressant ici, c'est le narrateur partage avec nous une sensation de se sentir perdu par rapport à la possibilité d'avoir une information importante sur Dora Bruder, mais ne pas retrouver l'adresse bureaucratique qui est à la page précédente. Et donc, il fait cette comparaison. Donc, il entre dans le bureau, le gardien indique la table, l'extrémité du hall, etc. Mais il ne trouve pas l'escalier 5. Et il partage avec nous cette sensation de vertige qu'il expérimente ici. Vertige et panique. Non, ça va.
Voilà. Au bout de 3 semaines, j'ai obtenu une réponse. Le 25 février 1926, 21h10, est né rue Santerre 15 Dora, du sexe féminin, de Ernest Bruder, né à Vienne, Autriche, le 21 mai 1899, manœuvre, et de Cécile Burdège, pardon, née à Budapest le 17 avril 1907, sans profession, son épouse domiciliée à Sévran, Seine et Oise, avenue Liégeard, de dressé le 27 février 1926, 15h30, sur la déclaration de Gaspard Meyer, 73 ans, employé, etc., etc. Donc ici, nous avons la reproduction de l'acte de naissance de Dora Bruder. Vous voyez un peu le parcours du narrateur, n'est-ce pas, pour réussir des petites informations. On peut avancer. J'avance. Ah, ici, ça c'est intéressant. Je déplace. Voilà. Voyons ici. À Vienne, en 1919, ces 20 ans ont été plus durs que les miens. Ici, il parle de, quand il dit ces 20 ans, c'est le père de Dora Bruder, Ernest. Et vous voyez que il fait la comparaison ici. À Vienne, en 1919, ces 20 ans, c'est-à-dire les 20 ans du père de Dora Bruder, ont été plus durs que les miens. Et nous avons, quand je vous ai parlé de 3 couches des temps dans ce livre, c'est-à-dire 42, Dora Bruder, 65, le narrateur, et 96, les narrateurs écrivant le livre. En 1965, le narrateur a plus ou moins 20 ans. Então, ali em 65, quando ele começa a andar por Paris e que ele começa a se confundir, naquele período, deixar claro, a confusão, vamos dizer assim, mental, ela vai se dar na cabeça do narrador em 96. É importante a gente distinguir essas coisas. Em 65, era simplesmente não o narrador, vamos dizer assim, né? Não, tá estranho? Peraí, que eu estou achando que eu vou ter um probleminha. Eu vou só desconectar o meu Bluetooth, e conectar de novo, porque está dando que a bateria está fraca, mas eu carreguei antes da aula, só um minutinho. Eu não sei se isso vai dar certo. Vou tentar conectar aqui. Mas não era para ter acontecido isso não, porque eu recarreguei ontem.
Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Pelo seguinte, eu vou conectar o fone na tomada. Muito estranho isso, porque eu carrego e ele tem potencial para durar, sei lá, 40 horas. Vocês estão me ouvindo bem? É que vocês estão me ouvindo, vocês disseram que sim. Professor, o áudio eu acho que ele tá melhor agora do que Ah, não, antes. Ele tá mais claro o áudio. É verdade, professor, tá bem melhor o áudio agora. tá joia. Mas eu vou, de qualquer forma, eu vou deixar ele carregando ali e já volto, porque a tomada está do outro lado da mesa. Bom, talvez então eu comece a dar aula sim, porque aqui acho que dá para eu ouvir vocês também bem, sem fone. Então tá melhor assim? Com certeza. Que pena. Eu achava que com o fone ficava melhor. Bom, vamos seguir aqui então. Eu vou deixando carregar lá e depois. Então eu vou continuar sem fone. Mas aí fica com o áudio aqui do celular. Donc, je disais, oui, eu estava explicando essa. Sem fone fica melhor. Se eu soubesse, não tinha investido no fone. Mas ele me ajuda para outras coisas, para ouvir é melhor. Tô pensando aqui em alguma coisa. Espera aí. Eu vou fazer um teste aqui, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Professor, Sim. mas está dando eco, tá? Eu não sei o que o senhor fez, mas deu eco. Agora não está dando mais eco, né? Isso. Não, é porque Não, estava agora não. porque estava saindo aqui no celular. E me digam uma coisa, fica melhor assim ou pelo celular, o áudio? Eu não percebi diferença. Só Eu tirando também não. Tá, eu vou voltar para o celular porque o áudio no celular é pelos dados, aí eu acho que não tem corte. Então vamos voltar aqui. Falem alguma coisa só para eu testar aqui, se eu estou ouvindo vocês. Teste, alguma coisa. Mais um pouquinho, por favor. Mais um pouquinho, por favor. Ajudou? Tá ótimo. Eu tenho que deixar o celular no Viva Voz e o microfone aberto. Não, perfeito. Então tá bom. Então, a partir daí, das próximas aulas, eu vou fazer assim, então. Eu não vou usar o fone, não. Tá certo? Então, isso. Eu estava dizendo, eu estava explicando até em português, né? Essa questão das camadas temporais no romance. Então, quando o narrador diz aqui, à Vienne, en 1919, ces 20 ans ont été plus durs que les miens, ele está fazendo uma comparação com os 20 anos do pai da Dora Bruder, né, quando ele tinha 20 anos em 1919 em Viena, comparado com um escritor em 65, que também tinha 20 anos. E como eu disse para vocês, tudo indica que o Patrick Modiano nasceu em 45.
Mas eu já falei isso aqui em outros dias, que ele faz uma confusão, às vezes ele fala que nasceu em 47, às vezes ele fala que nasceu em 45. E eu acho que ninguém tem documento dele para provar que ano ao certo ele nasceu. Tá? Então, aqui ele está indicando que se ele tinha 20 anos em 65, ele nasceu em 45. Né? Depuis les premières défaites des armées autrichiennes, des dizaines de milliers de réfugiés fuyant la Galicie, la Bucovine ou l'Ukraine étaient arrivés par vagues successives et s'entassaient dans des taudis autour de la gare du Nord. Né? Então, ele está falando aqui, né, depois das primeiras derrotas do exército Autriche, como é que chama Autriche em português? Áustria, do exército austríaco, dezenas de milhares de refugiados, né, vindo desses lugares, estavam chegando em ondas sucessivas e se amontoando em pardieiros, taudis, autour de la gare du Nord. Une ville à la dérive, coupée de son empire qui n'existait plus. Ernest Bruder ne devait pas se distinguer de ces groupes de chômeurs errant à travers les rues aux magasins fermés. Donc, vous voyez ici, Ernest Bruder ne devait pas se distinguer de ces groupes de chômeurs. Vous voyez ici que c'est une supposition du narrateur. Il n'a pas d'informations suffisantes sur ces personnages-là, n'est-ce pas? Donc, le côté fictionnel de ce livre, il est composé par les suppositions du narrateur, n'est-ce pas? Parce que la question que je vous ai posée tout au début, en quoi ce livre diffère d'autres romans que vous avez déjà lus, ça c'est une chose importante, n'est-ce pas? Il utilise des éléments vraiment existants dans la vie, c'est-à-dire il cherche les documents d'une famille pour refaire les traces de cette famille, mais où il n'arrive pas où il ne trouve pas d'informations pour remplir cette histoire, il va remplir avec des suppositions. C'est-à-dire, la fiction dans ces livres, elle est composée de suppositions, n'est-ce pas? Et puis, vous voyez, peut-être était-il d'origine moins misérable que les réfugiés de l'Est, fils d'un commerçant de la Taborstrasse. Comment le savoir? C'est ça, en fait. Vous voyez, c'est dans la conjoncture. Il fait ces hypothèses à propos de l'histoire du père Dora Bruder. Ici, encore. Vous voyez, j'essaye de reconstituer le périple d'Ernest Bruder. J'essaye de reconstituer le périple d'Ernest Bruder. La prime que l'on touche à Sidi Abel Abbès, la plupart des engagés, allemands, autrichiens, russes, romains, bulgares, se trouvent dans un état de misère qu'ils sont stupéfaits quand on puisse leur donner cette prime. Ils n'y croient pas. Donc, vous voyez ici, il essaye de reconstituer, mais à partir de quoi? De certaines données plutôt générales ou généralisantes d'un flux migratoire de l'époque. Né? Então, ele faz algumas suposições a partir de fluxos de migração da época, de flux migratoires qui viennent de la région d'origine du père de Dora Bruder. Et tout ça pour penser à la situation dans laquelle il vivait à cette époque-là. N'est-ce pas? Avançons. Et puis, avant 5 ans, il s'est retrouvé sur le pavé de Paris, le pavé na calçada, né? Então se encontrou na rua. On avait dû le libérer de son engagement à la Légion à cause de sa blessure. Je suppose qu'il n'en a parlé à personne.
et cela n'intéressait personne. Je suis même certain qu'il n'a pas touché des pensions d'invalidité. Donc, vous voyez qu'ici, c'est vraiment la reconstitution de la vie du père de Dora Bruder. À 20 ans, il s'est retrouvé sur les pavés de Paris. Et ici, il fait une affirmation, il s'est retrouvé. Mais puis, on avait dû le libérer. Né? A gente deve ter liberado, ou liberado, do engajamento na legião, se não me engano, aqui seria a legião d'honneur, si je ne me trompe pas, un type d'armée. Je suppose qu'il n'en a parlé à personne, et cela n'intéressait à personne. Je suis même certain qu'il n'a pas touché de pensions d'invalidité. Si le narrateur me dit qu'il est certain que ele não recebeu uma pensão por invalidez, c'est possible que Modiano a cherché le registre des pensions et n'a rien trouvé, n'est-ce pas? On ne lui a pas donné la nationalité française. La seule fois où j'ai vu mentionner sa blessure, c'était bien dans l'une des fiches de police qui servait au rafle de l'occupation, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que il a eu accès à une fiche de police concernant le père de Dora Bruder. Avançons. On va parler du mariage avec la mère de Dora. Et je vais avancer. Non, on a encore le temps. La vie était aussi dure à Budapest qu'à Vienne, parce que la mère de Dora Bruder vient de Budapest après la Première Guerre. Et il fallut encore fuir vers l'ouest. Ils avaient échoué à Paris, à l'asile israélite de la rue Lamarck. Dans le mois de leur arrivée rue Lamarck, 3 filles âgées de 14 ans, de 12 ans et de 10 ans étaient mortes de fièvre typhoïde. Au moment de leur mariage, Cécile et Ernest Bruder habitaient-ils déjà rue Liégeard à Sévran ou dans une chambre d'hôtel à Paris? Les années qui ont suivi leur mariage, après la naissance de Dora, ils ont toujours habité dans des chambres d'hôtel. Donc, vous voyez, le narrateur se pose des questions aussi pour les informations qu'il n'a pas de précision. Ce sont des personnes qui laissent peu de traces derrière elles, presque des anonymes. Elles ne se détachent pas de certaines rues de Paris, de certains paysages des banlieues où j'ai découvert par hasard qu'elles avaient habité. Peut-être pas si par hasard, n'est-ce pas? Parce qu'il a beaucoup cherché. Ce que l'on sait d'elle se résume souvent à une simple adresse. Et cette précision topographique contraste avec ce que l'on ignorera pour toujours de leur vie, ces blocs d'inconnus et de silence. J'ai retrouvé une nièce d'Ernest et de Cécile Bruder. Je lui ai parlé au téléphone. Les souvenirs qu'elle garde d'eux sont des souvenirs d'enfance, flous et précis en même temps. Donc, vous voyez l'obsession du narrateur et il a même retrouvé une nièce, une sobrinha do Ernest et de Cécile Bruder. Il lui a parlé au téléphone, mais les souvenirs d'enfance sont flous et précis en même temps. Tipo, borrados, né, flou, imprecisos e precisos ao mesmo tempo. Par exemple, elle se rappelle la gentillesse et la douceur de son oncle. C'est elle qui m'a donné les quelques détails que j'ai notés sur leur famille. Elle a entendu dire
qu'avant d'habiter à l'hôtel du boulevard Ornano, Ernest, Cécile Brodeur et leur fille Dora avaient vécu dans un autre hôtel, une rue qui donnait dans la rue des Poissonniers. Je regarde les plans, je lui cite les rues au fur et à mesure. Oui, c'était rue Polonceau, mais elle n'a jamais entendu parler de Sèvres, ni de Frainville, ni de l'usine Westinghouse. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu le degré, comme je disais tout à l'heure, de l'obsession du narrateur pour reconstituer, mais faire revivre ces personnages. N'est-ce pas? Ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est le message qu'on aura à la fin du livre. C'est-à-dire, on peut faire revivre ces gens à partir de la mémoire, n'est-ce pas? Se souvenir d'eux, c'est le faire revivre. Se lembrar deles é fazê-los reviver, n'est-ce pas? Parce que, en fait, la solution finale que nous avons étudiée un petit peu au début de ces modules, c'était une espèce de, c'est-à-dire l'assassinat des Juifs, le massacre des Juifs commis par les nazis, c'est un acte d'effacement de ces gens, é um ato de apagamento. Et même si, et en fait, les livres d'histoire vont juste nous faire comprendre le contexte politique sans nous donner une mesure plus humaine, plus personnelle de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et la littérature, elle arrive à donner un sentiment à la disparition de ces gens, n'est-ce pas? La littérature, un livre comme celui de Modiano, nous aide à penser à l'histoire familiale, personnelle de ces gens-là, n'est-ce pas? Ils acquièrent, c'est ça le verbe, je vais vérifier la conjugaison acquérir. C'est un verbe, je trouve difficile, la conjugaison du verbe. Deux secondes. Oups. Acquérir. Oui, c'est correct. Ils acquièrent. Le verbe acquérir, j'écris ici. Juste pour le registre, c'est un verbe acquérir. Voilà, acquérir. Adquirir seria, né, tradução. Et donc, ils acquièrent un visage, une histoire, des sentiments aussi. C'est-à-dire que leur histoire devient un peu plus dramatique à partir de cet effort du narrateur, n'est-ce pas? Et leur souffrance aussi, parce que là, nous avons une dimension un peu plus claire de ce qui a été la vie de ces gens-là. Même si je vais dire comme ça, même si l'État n'est pas capable de nous donner un accès au registre des barrages de ces gens, né? Mesmo que o Estado não seja capaz de dar para a gente registro do paradeiro dessas pessoas, paradeiro mais exato, la fiction nous aide à leur donner un visage et à comprendre un peu plus le drame qui a été leur vie, n'est-ce pas? Et vous voyez les parents de Dora Brodeur qui partent en France comme des migrants,
son père qui n'acquiert pas la nationalité française. Donc, on ne sait pas très bien s'ils avaient des moyens ou s'ils étaient très pauvres. Et puis, nous avons cette histoire de Dora Bruder qui part à l'école, et puis elle fait une première fuite, et puis une deuxième, et puis elle est persécutée, elle finit dans un camp de concentration avec son père, puis elle est renvoyée à Auschwitz avec son père, et puis sa mère arrive dans le même... les camps de concentration précédents, etc. Donc, l'idée, c'est de ne pas laisser oublier ces gens et d'avoir une idée de leur souffrance. Avançons. Ici, il va parler de photos de cette époque. Voyons. Oui, oui, oui. Voilà. Je me souviens pour la première fois, j'avais ressenti le vide qu'on éprouve devant ce qui a été détruit, rasé net. Je ne connaissais pas encore l'existence de Dora Bruder. Je vais juste revenir ici au paragraphe en raison du contexte. À la porte de Clignancourt, les bâtiments et la barrière de l'octroi. À gauche, entre les blocs d'immeubles du boulevard Ney et le marché Opus, s'étendait tout un quartier de baraques, de hangars, d'acacias et de maisons basses que l'on a détruit. Vers 14 ans, ce terrain vague m'avait frappé. J'ai cru le reconnaître sur 2 ou 3 photos prises l'hiver. Une sorte d'esplanade où l'on voit passer un autobus, un camion est à l'arrêt, on dirait toujours. Un champ de neige au bord duquel attendent une roulotte et un cheval noir. Et tout au fond, la masse brumeuse d'immeubles. Je me souviens que pour la première fois, j'avais ressenti le vide qu'on éprouve devant ce qui a été détruit, rasé net. Je ne connaissais pas encore l'existence de Dora Bruder. Peut-être, mais j'en suis sûr, c'est elle promenée là dans cette zone qui m'évoque les rendez-vous d'amour secret. Je déplace encore une fois. Oui, peut-être, mais j'en suis sûr, c'est elle promenée là, dans cette zone qui m'évoque les rendez-vous d'amour secret, les pauvres bonheurs perdus. Il flottait encore par ici des souvenirs de campagne. Les rues s'appellent Allée du Puy, Allée du métro, Allée des Peupliers, Impasse des chiens. Ici, c'est une réflexion du narrateur. Et on a l'impression, c'est ce genre de réflexion du narrateur qui nous permet de dépasser le contexte du livre et penser à une espèce de clé de lecture du livre. Uma dessas afirmações do narrador, juste une question, j'avance trop vite ou vous me suivez dans toutes ces explications? Tá dando para acompanhar ou estou indo rápido demais? Tá tranquilo, professor. Ok. Merci. Merci, Cíntia. Então, é um desse tipo de afirmação. Isso é muito interessante até para vocês pensarem na dissertação. Quando eu falei há pouco, aqui no início da aula, que a análise tem que voltar para a obra, né, porque eu sinto, às vezes, que não estou falando, estou fazendo um comentário geral, né, não estou direcionando para nenhuma de vocês,
mas isso acontece com frequência. Nas dissertações da disciplina, ou outros trabalhos, em que, às vezes, a gente usa a literatura para falar da gente, né? A gente se identifica com o personagem, também já vivi isso, ou entendi melhor aquilo que eu vivi a partir da experiência desse personagem. Coisas assim, né? É quase que um lado terapêutico da literatura, né? A literatura nos ajuda a entender quem nós somos, certo? Sabe quando às vezes a gente lê alguma coisa, pode ser uma música, um poema, ou às vezes um trecho de um romance, e que a gente fala, isso foi feito para mim, né? Não por mim, mas para mim, né? Isso explica tal coisa para mim, né? Então a gente faz muitas vezes um uso da literatura meio terapêutico, né? Por outro lado, e a dissertação que eu peço para vocês é um trabalho mais acadêmico, a gente tem que pensar que a gente precisa analisar o texto, né? E não usar o texto para refletir sobre outra coisa, né? Então, a gente ser capaz de refletir sobre o próprio texto. Estou dando uma volta aqui, tá? Não estou me perdendo, não. E estou dando, na verdade, um caminho para vocês pensarem a análise literária dentro da dissertação. Esse trecho aqui, ele mostra um pouco, quando a gente tira, porque ele tem um contexto, né? Eu reli aqui com vocês a parte de cima, e aí ele fala que andou ali, né, naquele quartier, tal, ele explica ali algumas coisas que ele viu por ali e tal. E aí depois ele volta aqui. Je me souviens que pour la première fois, j'avais ressenti le vide que l'on éprouve devant ce qui a été détruit, rasé net. Né? Então, eu tinha sentido o vazio que a gente experimenta frente àquilo que foi destruído. Rasé net é tipo raser la barba, o seu raser, né? Pode ser raspar, né? E seria uma espécie de assim, tipo, destruído completamente, né? Que foi raspado ali na base do pelo, vamos dizer assim. Et je ne connaissais pas encore l'existence de Burhan Rubin. Então, esse é um tipo de frase, por isso que eu dei essa volta. E vocês estão vendo aqui na minha caixinha, importante refletir sobre esse vazio mencionado pelo narrador. Ele comenta mais de uma vez. Porque vocês, enquanto estudantes de letras e de literatura, vocês não podem ser aquilo que a gente chama de leitores inocentes, né? Que é aquele leitor que embarca simplesmente naquilo que é dito. Não é que simplesmente embarca, mas a gente precisa ter um certo distanciamento do texto, né? E aí, por exemplo, no caso desse narrador, desse livro, né? Eu estou chamando de narrador para a gente também manter uma certa distância e não comprar o narrador pelo escritor, né? Assim, de barato, que é a mesma pessoa, né? Ele é escrito em primeira pessoa, mas depois a gente pode até verificar. Podemos verificar agora mesmo. Eu acho que não tem referência no Modiano. Aqui, ó. A única referência a Modiano é na página 2 como autor do livro. E vamos ver o Patrick. É o mesmo, né? Então, a gente só tem uma ocorrência do nome do escritor, que é na capa. Então, em momento algum, vocês lembram do livro da Annie Ernaux, em que, quando ela fala lá do exame que confirma a gravidez, ela diz o nome dela, o Le nom de jeune fille, né, o nome de solteira. Então, aquilo ali, para a gente, já atesta como uma autobiografia. Nesse caso aqui, a gente não tem essa referência interna ao texto, ao nome do escritor.
Então, a gente, por mais que o texto seja feito na primeira pessoa e que tudo leva a crer que foi o Modiano que fez todas essas pesquisas, a gente não pode comprar um pelo outro, né? Dito isso, essa frase é uma dessas que permite que a gente tire ela do contexto e use como uma espécie de chave de leitura do livro. Chave de leitura no sentido de isso aqui permite que a gente desvende alguma coisa no texto, né? Ela dá um caminho de interpretação para o texto, né? E qual que seria esse caminho? Je me souviens pour la première fois, j'avais ressenti le vide qu'on éprouve devant ce qui a été détruit. Razenet. Então, né, pela primeira vez, ele se lembra que pela primeira vez ele havia sentido esse vazio que se experimenta frente àquilo que foi destruído. Esse vazio, aí que eu estou falando da chave de leitura, esse vazio, aqui ele está falando quase que de uma paisagem, né? A guerra destruiu uma paisagem. Só que a gente pode pegar isso para a destruição das pessoas, né? Então, ele sentiu um vazio frente a algo que foi destruído. E se a gente pensa que a vida dos pais da Dora Bruder e da Dora Bruder também foram destruídas, e ele pode ter sentido esse mesmo vazio. E daí essa obsessão em reconstruir a vida dos pais e da Dora Bruder. Entendeu como que isso pode funcionar como uma chave de leitura? A chave de leitura, ela permite uma interpretação global do livro. Ou seja, por que ele escreveu esse livro? Qual que é a razão de escrever um livro como esse? Ou seja, preencher um vazio que ele experimentou frente a algo que foi destruído. E esse algo que foi destruído aqui é a vida de milhares de judeus. Ele pega o exemplo de Dora Bruder e, segundo ele conta, a gente nem sabe se isso é verdade, né? Ele pode ter ido atrás de um arquivo e aí selecionou um nome e começou a fazer a história. Mas ele conta aqui que ele viu num jornal, né? Num arquivo de jornal, lá, essa procura dessa menina, e aí ele começa a ficar obsessivo com isso. Isso é o que ele conta. Por isso que eu falei de não ser um leitor naif, né? Um leitor inocente. Isso é o que ele conta. Até aqui a gente pode afirmar, mas dizer que isso é a verdade é outro papo, né? Isso. E aí, a frase seguinte, je ne connaissais pas encore l'existence de Dora Bruder. Então, ele não conhecia a história ou a existência de Dora Bruder, mas ele já havia conhecido essa sensação de vazio frente ao que foi destruído. Quando ele conhece a existência de Dora Bruder e falta a história dela ser contada, ele sente o mesmo vazio e ele se propõe a reconstruir. Ça va? Entenderam? Ça va. Ok. Donc, on avance. Et ça, c'est magnifique, non? De trouver dans le texte quelque chose qui nous permet de faire ce genre d'explication, d'interprétation du texte. N'est-ce pas? Et donc, avançons. Je suis encore à la page 20. Mais je vais avancer. Oui, ici, nous avons les doutes du narrateur. Voyons. Voilà. Vous voyez, par exemple, Cécile Bruder avait-elle reçu, elle aussi, une convocation? On vous convoque, on vous interne, vous aimeriez bien comprendre pourquoi. Je me demande aussi par quel hasard, je me demande aussi par quel hasard Cécile et Ernest ont connu l'existence de ces pensionnats du Saint-Cœur de Marie
qui leur avait donné les conseils d'y inscrire Dora. Et puis, plus en bas, ces Juifs ont choisi pour cela une institution chrétienne. Mais étaient-ils eux-mêmes pratiquants et avaient-ils le choix? Estão vendo os vazios que eu acabei de mencionar? Toutes ces questions posées par les narrateurs montrent toutes les vides qu'ils rencontrent par rapport, c'est-à-dire les absences par rapport à leur vie. Donc, ils n'arrivent pas à expliquer si Cécile Bruder a reçu une convocation, aussi qui avait donné les conseils d'inscrire Dora, qui était juive, dans un pensionnat catholique ou chrétien, et ils se demandent aussi s'ils étaient pratiquants ou pas, n'est-ce pas? Voilà. Je vais avancer encore un peu plus vite. Ici, encore, je devine à peu près les horaires des journées. Lever à 6 heures. Je devine, donc il n'est pas sûr, mais il essaye de supposer. Et puis, je suppose qu'entre ces murs, la vie était rude pour ces filles à qui le Christ avait toujours manifesté sa préférence. E c'est très ironique ici, n'est-ce pas? Né, eu suponho que entre os muros, esses muros, né, do pensionato, a vida era rude para essas meninas, a quem o Cristo sempre manifestou sua preferência. É bem irônico, né? Assim, que a gente interna as jovens ali para ter uma vida mais religiosa, como se, sei lá, Cristo tivesse dito que preferia jovens. Né? Assim, mais je vais faire un saut à la fin du livre. Voyons juste cette page. Genre, j'ignore si Dora Bruder s'était fait des amis aux 5 heures de Marie, ou bien si elle demeurait à l'écart des autres. Tant que je n'aurais pas recueilli les témoignages de l'une de ses anciennes camarades, je serais réduit aux suppositions. Donc, le narrateur est conscient des suppositions qu'il fait. Et puis, ici, c'est intéressant. Vous voyez, en écrivant ce livre, je lance des appels comme des signaux de phare dont je doute malheureusement qu'ils puissent éclairer la nuit. Mais j'espère toujours. Donc, en écrevant ce livro, je lance des appels. Aqui a gente tem algum indicativo que poderia fazer pensar a uma espécie de autobiografia reversa, né? Porque ele está escrevendo a história da Dora Bruder, mas ele fala de si mesmo, né? Então, é uma biografia e autobiografia ao mesmo tempo. Mas aí, porque a gente sabe que quem assina o livro é o Patrick Modiano. Não tem o nome dele, como a gente checou dentro do texto, mas tem uma afirmação como essa. Escrevendo esse livro, eu lanço chamados ou chamadas como de signaux de phare, né, como sinais de farol, dont je doute, malheureusement, qu'il puisse éclairer la nuit, né? Sinais de farol, os quais ele duvida, infelizmente, que possam clarear a noite. Mais j'espère toujours. Il me semble qu'il a mis des notices, des annonces sur des journaux. Eu tenho a impressão de que ele fez isso, acho que eu já li isso em algum lugar, de colocar anúncios em jornal para que as pessoas procurassem ele para dar depoimento. Não sei se isso é verdade. Voilà. Et puis, vous voyez, il cherche encore, mais la supérieure, et puis elle est morte en 1885, 3 ans avant que je connaisse l'existence de Dora Bruder. Mais après tout, estão vendo que assim, é por pouco, né, onde ele não consegue encontrar alguém que realmente conviveu com ela.
e que poderia dar um depoimento mais fidedigno. Mais, après tout, aurait-elle pu m'apprendre, mais après tout, qu'aurait-elle pu m'apprendre? Quelques détails, quelques petits faits quotidiens, si généreuse qu'elle fût, elle n'a certainement pas deviné ce qui se passait dans la tête de Dora Bruder, ni comment celle-ci vivait sa vie de pensionnaire, ni la manière dont elle voyait chaque matin et chaque soir la chapelle, les faux rochers de la cour, les murs du jardin, la rangée des lits du dortoir. C'est ça. Mesmo se ele encontrasse essa superior, madre superior, ela não poderia falar certos detalhes do que passava na cabeça da Dora. E como eu coloquei aqui do lado, não, mas a ficção pode, né? Ele não faz isso nesse livro, mas poderia fazer. Voilà. Et donc, je vais faire un saut à la fin du livre, parce qu'il y a quelques détails à commenter ici. Oui, ici, dans la dernière section du livre, il va dire ici, à 17 ans, les tourelles n'était pour moi qu'un nom que j'avais découvert à la fin du livre de Jean Genet, un écrivain français, Miracle de la Rose. Il indiquait les lieux où il avait écrit ce livre. La Santé, prison de Tourelle, 1943. Lui aussi avait été enfermé là, en qualité de droit commun, peu de temps après le départ de Dora Bruder, et ils auraient pu se croiser. Então, o Jean Genet, escritor que sobreviveu, pode ter cruzado a Dora Bruder nessa prisão, etc. Et puis, ici, dans ce livre, je connaissais des phrases par cœur. L'une d'entre elles me revient en mémoire. Cet enfant m'apprenait que le vrai fond de l'argot parisien, c'était la tendresse attristée. Cette phrase m'évoque si bien Dora Bruder que j'ai le sentiment de l'avoir connue. Né? A frase, essa criança, esse jovem, me ensinou o sentido verdadeiro da gíria parisiense, que era a tendresse attristée. A tendresse seria tipo, como é que eu traduziria tendresse? O carinho triste? Algo assim? Deixa eu ver aqui no meu dicionário. Tendresse. Procurando uma tradução mais fiel. Português. Ternura, necessidade de carinho, carinho, ternura, são as mais comuns na tradução. Então, seria um carinho triste ou uma ternura triste, n'est-ce pas? Voilà, et puis il va faire confondre Jean Genet avec Dora Bruder, n'est-ce pas? Ou si Genet a connu Dora Bruder, et est-ce que l'œuvre de Genet est capable de donner quelques indices à propos de Dora Bruder? Et puis, j'avance ici. Parmi les femmes que Dora a pu connaître autour d'elle, se trouvait celle que les Allemands appelaient amies des Juifs. Une dizaine de Françaises ariennes, entre guillemets, qui eurent le courage, en juin, le premier jour où les Juifs devaient porter l'étoile jaune, que vocês sabem, é a estrela de Davi, né, que os judeus foram obrigados a portar, né, para identificar como judeu. De la porter, elle aussi, en signe de solidarité, mais de manière fantaisiste et insolente pour les autorités d'occupation. Donc, des Françaises qui n'étaient pas juifs, mais qui ont porté l'étoile jaune
et qui ont été mises dans cette prison aux Tourelles. Et puis, ici tout en bas, puis au dépôt de la préfecture de police, et puis aux Tourelles, puis le 13 août au camp des Drancy. Ses amis de juifs exerçaient des professions suivantes: dactylo, papetière, marchande de journaux, femme de ménage, employée de PTT, étudiante. Donc, vous voyez qu'il essaye de nous dire qui étaient les femmes présentes dans cette prison, la prison dans laquelle Dora Bruder a été aussi. Et puis, déjà, deux groupes de juives au nombre d'une centaine étaient partis pour les camps de Drancy le 19 et le 27 juillet. Parmi elles se trouvait Raka Israelovics, des nationalités polonaises, qui avait 18 ans et qui était arrivé aux Tourelles le même jour que Dora, et peut-être dans la même voiture cellulaire, et qui fut, vous voyez, et peut-être, toujours la supposition, et qui fut sans doute l'une de ses voisines de dortoir. Avançons. Oui. Dora, qui était française, aurait pu elle aussi quitter Drancy avec eux. Elle ne le fit pas pour une raison qu'il est facile de deviner. Elle préféra rester avec son père, parce que son père était là aussi. Tous les deux, le père et la fille, quittèrent Drancy le 18 septembre avec 1000 autres hommes et femmes dans un convoi pour Auschwitz. La mère de Dora, Cécile Bruder, fut arrêtée les 16 juillet 1942. Les jours de la Grande Rafle, et internée à Drancy. Elle y trouva son mari pour quelques jours, alors que leur fille était au Tourelles, la prison. Et Drancy, un camp de concentration, et Tourelles, une prison. Cécile Bruder fut libérée de Drancy le 23 juillet, sans doute parce qu'elle était née à Budapest et que les autorités n'avaient pas encore donné l'ordre de déporter les Juifs originaires d'Hongrie. A-t-elle pu rendre visite à Dora aux Tourelles un jeudi ou un dimanche de cet été 42? Elle fut à nous. Donc une question, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas si cette histoire de la famille de Dora est tellement tragique que sa mère ne l'a pas vue avant de mourir à Auschwitz. Et nous avons donc, elle fut de nouveau internée au camp de Drancy le 9 janvier. Elle, c'est la mère de Dora, Cécile, 43, et elle partit dans les convois du 11 février 43 pour Auschwitz, 5 mois après son mari et sa fille, n'est-ce pas? Et les derniers paragraphes pour terminer aujourd'hui. Depuis le Paris où j'ai tenté de retrouver sa trace, est demeuré aussi désert et silencieux que ce jour-là. Donc, le Paris, je vais mettre en rouge parce qu'il y a une phrase subordonnée. Depuis, le Paris est demeuré aussi désert et silencieux que ce jour-là. Le Paris où j'ai tenté de retrouver sa trace. Né? Aqui tem uma frase subordinada, né? Que Paris é essa? É a Paris onde ele tentou encontrar traços ou indícios, né, do paradeiro. É demeuré désert et silencieux. Je marche à travers les rues vides. Estão vendo como que a noção de vida, de vazio, aparece e reaparece no texto, né? Eu mostrei naquele trecho, e estou mostrando agora de novo, mas se vocês vasculharem o texto, aparece muitas vezes. Então, a própria cidade de Paris parece a ele deserta e silenciosa. J'ai marché à travers les rues vides. Pour moi, elle le reste, même le soir, à l'heure des embouteillages, quand les gens se pressent vers les bouches de métro.
Então, para ele, as ruas continuam, e rue vide, né? Então, para ele, as ruas continuam vazias, mesmo à noite, nos engarrafamentos, quando as pessoas se apressam na boca do metrô, né? Que é a entrada ali das estações de metrô. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle et de sentir un écho de sa présence dans certains quartiers. Então, ele vive com a presença dela, né? Com a presença ausente, vamos dizer assim. É bem interessante pensar assim, né? Ela está presente, mas ela está sempre ausente, né? É uma presença ausente. Une présence absente. Un écho de sa présence dans certains quartiers. L'autre soir, c'était près de la gare du Nord. J'ignorerai, então eu ignorarei toujours à quoi elle passait ses journées, où elle se cachait, en compagnie de qui elle se trouvait pendant le mois d'hiver de sa première fugue et au cours de quelques semaines de printemps où elle s'est échappée à nouveau. C'est là son secret. Je vais mettre ça en rouge. Un pauvre et précieux secret que les bourreaux são os carrascos. Tá? Bourreau, aqui. Un pauvre et précieux secret que les bourreaux, les ordonnances, les autorités dites d'occupation, les dépôts, les casernes, les camps, l'histoire, les temps, tout ce qui vous souille et vous détruit, n'auront pas pu lui voler. O souiller, vou verificar aqui. Voilà, salir, deshonorer. Seria sujar ou desonrar, né? Então, voltando aqui ao texto, é um segredo. Un pauvre et précieux secret que ele, né, um pobre e precioso segredo que nem os algozes, eu falei, qual foi a palavra que eu usei aqui? Carrascos, né? Algozes ou carrascos, as ordens, as autoridades ditas da ocupação, le dépôt légal é um tipo de administração, casernas de militares, né? Os campos, a história, o tempo, tudo isso que vos souille e vous détruit, né? Tudo isso que vos suja, que suja você ou desonra e destrói, não terão podido roubar a ela, né? Roubar dela esse segredo. Ele termina numa chave, como se ele admitisse esse segredo, né? Que esse segredo não foi revelado nem a ele, né? Que não estava ali para sujar nem desonrar o nome dela, nem a história dela, né? Mas mesmo assim, esse segredo continua guardado, de por onde ela andou, com quem ela esteve, por onde ela passou, tudo isso escapa. Ficou um segredo dela, unicamente dela, né? Nem mesmo, o que é interessante é que ele não tentou inventar pela ficção, ele simplesmente aceita, ele incorpora na ficção esse segredo, né? Ele não nos é revelado pelo narrador, nem pela ficção, né? Ele não criou uma ficção para tentar nos dar qual seria esse segredo. E é isso, que nada disso que foi capaz, tudo isso que foi capaz de destruí-la, né, não foi capaz de roubar dela esses segredos. Ficaram com ela. Ça va? Eu acho que foi uma boa leitura. Eu vou dar para. Eu preciso fazer a questão do livro da Annie Ernaux e desse. E eu vou tirar ou desse texto aqui, Les témoignages par le biais de la fiction, Patrick Modiano, Dora Bruder, é de um livro
esse aqui, Pérec Modiano e Rachmaninoff, La Génération d'après la mémoire de la Shoah. Tem esse capítulo sobre o Dorab Roder, é muito bom. E tem aquele artigo que eu falei aqui, que é muito interessante, Dorab Roder, La biographie déplacée de Modiano. Que é uma biografia deslocada, porque ele não consegue refazer a vida dela, né? Eu vou tirar alguma sacada desses textos e fazer uma questão para vocês refletirem sobre o livro. E vou dar aí para vocês umas 2, 3 semanas. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Ana? Eu não sei se você está sem áudio. Estou com áudio, professor. Pois é, então. Você perguntou como é que foi a leitura desse, né? Enquanto eu estava lendo, eu... Não sei, eu tive, assim, um sentimento de ficar em dúvida, sabe? Em por que o livro foi escrito, já que não tinha... Parecia não ter informação suficiente sobre a história, né? Então, acho que durante a leitura eu fiquei me perguntando assim, sabe? Por que escrever um livro, por que escrever uma história de uma pessoa com tantas lacunas, assim, que não foram preenchidas, né? Mas eu acho que depois que eu terminei o livro, que eu comecei a pensar bem, me veio esse outro entendimento, né? De que talvez não seja uma história sobre preencher as lacunas, mas sobre as lacunas vazias, né? Exato. Uma reflexão sobre as informações que ele não conseguiu achar, não conseguiu ter, e mais uma história mais sobre o silêncio, sobre a dúvida, né? Sobre tudo isso. Eu achei bem diferente, assim, nunca tinha lido nada parecido. E que não deixa de ser a história de todas essas pessoas que foram apagadas, né? Com o Holocausto. Eu acho que... eu esqueci, acabei não falando disso. Tem um museu em Berlim, que é o Museu Judaico, que é uma das experiências mais impressionantes que eu já tive no museu, porque o primeiro e segundo andar, que é mais sobre o Holocausto, ele não tem nenhum lugar comum dessas imagens que a gente vê que já são um pouco batidas sobre o Holocausto, né? Dos corpos empilhados ou das pessoas famélicas no campo de concentração, vestidas com aquelas roupas lá do campo, tudo mais. Só que a arquitetura do museu, ela desconcerta a gente completamente. E aí a ideia é criar uma sensação do que eles podem ter vivido, né? Então, por exemplo, o primeiro andar, ele tem uns corredores que, em vez de ser, por exemplo, um corredor quadrado, ele é, às vezes, diagonal, e o chão, ele tende ligeiramente para um lado, como se ele fosse desnivelado. Só que é quase que imperceptível. Só que, à medida que a gente vai andando, a gente sente que a gente vai meio que sendo empurrado para a parede, sabe? É desconfortável. Aí a gente começa a sentir um pouco de náusea por causa dessa assimetria que tem. E tem eu acho que eles chamam de torre, que é um lugar lá que é todo de concreto. Ele é uma sala triangular imensa, super alta, muito alta. Deve ter a altura de um prédio de uns 4 andares, algo assim, toda em concreto. E aí lá em cima tem uma pequena abertura de luz. E o portão que dá acesso é um portão assim mega pesado. Então, na hora que a gente entra na sala, o portão fecha e a gente não ouve barulho nenhum mais de fora. E aí a gente só vê uma luz no alto. Então, dá a sensação para a gente de estar dentro de uma câmara de gás e que vão jogar lá de cima alguma coisa que vai soltar gás e a gente vai morrer ali dentro. E não tem para onde escapar. Né? Você pode tentar subir as paredes, elas são lisas, não tem como. O portão é mega pesado, você não abre ele de novo. E assim, isso criando uma sensação sem ter nenhuma imagem, lugar comum do que a gente conhece das imagens dos campos de concentração. E tem uma outra, vamos dizer assim, uma outra instalação nesse museu,
que também é muito impressionante, que você chega até lá e você ouve um barulho metálico, que vai batendo, parece um martelo batendo numa bigorna de metal, um barulho de metal, assim. E quando a gente consegue entrar na peça, porque a gente de fora não vê, até que você tem o acesso e entra. E aí o chão é coberto por umas máscaras de ferro, mais ou menos desse tamanho, assim. Elas variam de tamanho, às vezes o tamanho de um rosto, às vezes um pouco menor. E elas são bem grosseironas. Eu vou ver se eu acho imagem e mando para vocês. Mas elas são de ferro, pesadas, assim, com uma espessura grossa, assim, uns 3 centímetros, e bem grosseironas, parecendo assim que você pegou uma moeda de ferro e talhou ali um buraco para seus olhos e uma boca, né? E tem várias expressões diferentes. É horrível, Graziele, é muito incômodo. Só que, para a gente sair dessa sala, a gente pisa nessas máscaras. E é no que a gente pisa nessas máscaras que faz esse barulho que parece um martelo na bigorna, que quando a gente está fora, a gente não sabe o que é. E aí, quando a gente entra, a gente pisa naquilo. E aí, a sensação é essa, de estar pisando em corpos, né? De pessoas que... isso aí representa essas pessoas, né? Então, assim, é muito desconcertante. E isso trabalhando mais a sensação, né? Em vez de evocar as imagens, eles trabalham a sensação. E parece que esse museu ganhou vários prêmios pelo projeto, pela ideia. Recomendo bastante, quem puder ir, quem tiver condições de um dia ir a Berlim, é muito interessante. Inclusive, uma outra coisa que eu não comentei, é que ele fala em algum trecho do livro de que talvez naquela região todas as pessoas fossem judias, ali, algo assim. Em Berlim, por exemplo, eles mantêm uma plaquinha de um metal dourado, não é ouro, mas metal dourado, na calçada, indicando o nome da família que morava ali e o dia que foram retiradas de suas casas. Então, é muito comum a gente estar andando em Berlim e você ver pregado na calçada uma referência à família que morava ali, que foi retirada e enviada para algum campo de concentração, né? Isso é uma maneira de presentificar, né? De não deixar morrer a memória dessas pessoas. Apesar de que, aí eu volto para o comentário da Ana Carolina, a gente tenta não deixar esquecer, mas a gente não tem mais a memória dessas pessoas, né? Essa memória de fato. Aí fica essas lacunas, como você falou, né? E assim, ele refaz a vida de alguém com quem ele não tem parentesco algum, e o que eu diria? É um pouco essa sensação mesmo que eu falei do vazio, né? A gente se esforça para lembrar, mas todo esforço é vão. É um pouco isso. Acho que a gente pode fechar com isso, né? Vai ser sempre essa presença ausente que eu disse. Né? Para terminar mesmo, tem aquela música do Chico, Pedaço de Mim, acho que ela dá muito essa noção que fica um pouco, essa sensação que a gente carrega com coisas assim, né? Que ele fala a dor do membro que já perdi, por exemplo, né? Imagina assim, você ser amputado, um braço, uma perna, e você ainda sente dor daquele membro, né? E aí ele termina a música dizendo alguma coisa assim, o pedaço de mim, né, ou, sei lá, metade afastada de mim, isso aqui é pior do que arrumar o quarto do filho que já morreu, né? Ele vai dando ali várias descrições para falar de ausências, né, para mostrar como que a dor é grande, né? E uma delas é essa, né, de arrumar o quarto do filho já morreu. Sei lá, difícil. Não quero nem pensar no que seja isso.
Tudo bem, Amanda, acho que todo mundo tem que ir, eu estou passando do tempo aqui. Então é isso. Não quero ser preparado para isso. Pensando aqui no Caetano. Então, ficamos por aqui. Deixa eu só voltar aqui nessa fala dessas coisas, depois fico desse jeito. Aí, semana que vem, então, na terça-feira, a gente vai começar a falar do Toledo, Camille de Toledo, que vai ser uma outra pegada, mas também muito difícil. Tá? Se preparem, é um livro mais longo, esse vai ser o romance mais longo que a gente vai ler, e aí eu reservei para ele várias semanas, né? Então nós vamos ter aqui 1, 2, 3 semanas para 4. Não, peraí, não está certo, 1, 2, 3, 4. 4 semanas para o Toledo. O livro é longo, mas ele tem partes, assim, páginas inteiras. Não, ele não é em verso todo, mas ele tem partes assim que parecem verso mesmo, né? Então isso, assim, apesar do livro ser extenso, ele tem uma extensão menor que se fosse um texto totalmente em prosa. Mas é pancada também, tá? É desconcertante. Então é isso. Fiquem aguardando que eu vou postar as atividades e a gente vai se falando. E qualquer dúvida sobre a dissertação, me escreva. Tá joia? É isso. Eu escolhi livros para desconcertar mesmo. Se não tem mais dúvidas, je vous dis au revoir, bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir, professeur. Au revoir, tout le Au monde. revoir, Graziele, Cíntia. Obrigada. Tchau. Ana Carolina, Amanda, Érica, Ana e Adrilane.